Nouveau journal sur la RT Duc, merci d'être avec nous. Les titres. Un programme national pour les enfants non scolarisés sera bientôt mis en place. C'est ce qui ressort de la télé des 5 jours organisés à Kinshasa. À l'issue des travaux, les participants qui sont des experts venus de plusieurs ministères se disent confiants quant à la mise en acte des résolutions. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, à travers le service national des formations Cernafor primaire, sera doté dans le tout prochain jour de 4 modules de formation, ce dans le but de renforcer les capacités des éducateurs dans la gestion des classes à forte affluence des élèves. Les détails dans ce journal. La campagne sur les 16 jours d'activisme poursuit son bonhomme de chemin à travers le monde en général et en République démocratique du Congo en particulier. À Kinshasa, les associations de lutte pour les droits des femmes se mettent ensemble pour une conférence de presse conjointe à l'occasion de la clôture de cette campagne prévue pour le mardi 10 décembre prochain. Caroline Pindinora, présidente de l'ASBEL 1001 Espoir, une des organisatrices de cette activité, sera l'invitée de ce journal. Et puis, maintien ou non de l'état des sièges en RDC, bientôt la fin du suspense après d'intenses consultations avec toutes les forces vives de province du Nord Kivu et des Lituri. La première ministre a échangé ce vendredi à la primature avec les membres de la mission locale conjointe gouvernement-parlement sur l'état des sièges. On écoutera Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, à l'issue de cette séance de travail dans ce journal. Bienvenue à tous. Clôture ce vendredi 6 décembre à Léon Hôtel dans la commune de la Gombe de l'atelier de préparation du programme national pour les enfants non scolarisés. Depuis le lundi dernier, les experts venus de plusieurs ministères ont établi leur quartier général dans cet établissement du centre des affaires de Kinshasa pour mettre en place un programme adéquat à l'issue des travaux. Les participants se disent confiants quant à la mise en acte des résolutions. Chanchan Moutoupa et Jimmy Betoko pour le reportage. C'est quelques secondes dans la salle. Ce que je ne vois pas, on peut faire. On va étudier ensemble avec M. Rigobert. Après 5 jours d'intenses travaux, les experts venus du ministère des Affaires sociales, Éducation nationale nouvelle citoyenneté, formation professionnelle et autres partenaires techniques et financiers tels que l'UNICEF ont clôturé ce vendredi l'atelier de préparation du programme national pour les enfants non scolarisés. Restitution faite, les secrétaires généraux aux affaires sociales s'est dit satisfait du déroulement des travaux et pense que le programme tel que conçu sera réalisé pour le bien-être des enfants congolais. Les résultats obtenus à ce niveau sont vraiment intéressants pour moi. Nous avons beaucoup d'enfants en dehors de l'école. Non seulement à Kinshasa, mais aussi même à l'Est où il y a des problèmes de guerre. Et les outils que nous avons produits ici vont nous servir à ramener ces enfants qui sont en dehors de l'école dans le circuit. Bien sûr, ce n'est pas dans le circuit normal, mais nous allons les amener dans ce que nous appelons l'éducation non formelle. Les experts participant aux travaux se disent satisfaits et confiants quant à la mise en application du programme tel que élaboré. Nous avons fait l'essentiel, même si nous n'avons pas tout terminé, mais nous avons pu jeter les premiers jalons qui concernent pratiquement le contenu de ce que cela portera comme programme, les stratégies que nous allons porter comme stratégie pour atteindre les objectifs que nous sommes donnés et voir les jalons à venir de comment est-ce que ce programme doit pouvoir atteindre tous les enfants, si possible, qui ne sont pas à mesure aujourd'hui de pouvoir jouir de cette scolarisation. Ce sont des stratégies qui vont permettre à ce qu'il y ait une descente sur terrain. On va descendre dans des familles, dans des communautés, pour essayer de voir quels sont ces enfants-là qui font partie de cette situation que nous déplorons. Parce que le souci, c'est que tous les enfants ont droit d'être éduqués, d'être formés. Et la meilleure éducation ne peut commencer au-delà de l'éducation parentale, au-delà de l'éducation de base, mais l'éducation scolaire, c'est un point capital pour le développement des compétences et préparer le futur de la personne humaine. Ces projets intègrent les médias comme outils pédagogiques permettant
aux enfants non scolarisés à accéder à l'instruction via les médias, notamment des radios, avec des leçons conçues de manière appropriée et mises à disposition. Je l'ai dit au sommaire, le projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire PEKIP organise un atelier de revision de modules des formations des éducateurs sur la gestion des classes à forte affluence. Objectif, doter le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté à travers le service national des formations Cernafor primaire de 4 modules de formation pour le renforcement de capacité des éducateurs dans la gestion des classes à forte affluence des élèves. Suivez. Discussion directe, échange d'informations, orientation claire et nette des responsables, c'est l'ambiance qui caractérise l'atelier des révisitations, d'actualisation et d'adaptation des modules des formations aux nouvelles exigences d'innovation pédagogique et d'environnement changeant. Il s'agit d'enrichir ces modules avec les données actuelles, c'est-à-dire de l'enrichir avec les innovations, les questions liées à l'inclusion, les questions liées à l'environnement et les questions qui nous permettent dans l'observation des classes à bien mener les apprentissages des apprenants. Ces nouveaux modules viendront à coup sûr répondre aux besoins d'intégration de tous les enfants à l'école et d'amélioration des apprentissages en tenant compte de la dimension genre, des aspects environnementaux et de l'inclusivité. Je crois qu'on va tenir compte de nos recommandations parce qu'on va former les enseignants qui sont directement les encadreurs pédagogiques des élèves. Parce que ce module est destiné à notre cible qui est l'enfant, mais en passant par les encadreurs qui sont les enseignants. Pour que dans des salles de classe, qu'il n'y ait plus de discussions, qu'il n'y ait pas de marginalisation entre garçons et filles. Que les garçons et les filles collaborent ensemble et il faut répercuter ce message jusqu'au niveau de la maison, et au niveau du quartier, au niveau de la commune, ainsi de suite, à tel point qu'on va éviter toujours des querelles, des conflits inutiles, parce que tout être humain a droit à l'instruction, a droit à l'éducation. La prochaine étape va consister en la formation des formateurs qui, à leur tour, seront déployés dans les provinces concernées par le PEKIP pour assurer le renforcement des capacités des éducateurs sur la gestion des classes à forte influence des élèves. Et cette information, mesdames et messieurs, le projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles PAF a récemment été présenté par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale. Cette initiative a suscité de réactions favorables, notamment de la part du prophète de Mont-en-Bas, qui a salué les efforts déployés pour promouvoir l'éducation des filles. L'inspecteur chef des poules a également souligné son opportunité, mettant en lumière son rôle crucial dans l'amélioration de l'accès à l'école pour les filles. Images et commentaires. Présentation du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles, PAF en abrégé, par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, a suscité des réactions positives, notamment celle du prophète de Mont-en-Bas, qui a exprimé son appréciation des initiatives mises en place. Ce soutien souligne l'importance et la pertinence du projet dans le contexte éducatif actuel. Elle veut de ce projet récupérer un grand nombre de filles pour l'apprentissage et que nous sommes très contents pour que les filles puissent aussi s'impliquer à l'apprentissage des sciences techniques et vraiment s'impliquer aussi dans la modernisation. Nous sommes aussi très contents parce que ce projet se veut de rapprocher toutes les écoles en vue d'une bonne collaboration pour l'amélioration de la qualité. L'inspecteur chef des poules a également souligné les caractères opportuns du projet en mettant en avant-plan son impact significatif sur l'accès à l'éducation pour les filles. En facilitant leur accès à l'école, le projet PAF contribue à réduire les inégalités liées au genre et à promouvoir l'éducation des jeunes filles, un projet essentiel pour le développement durable et l'autonomisation des femmes. Ce projet PAF a des objectifs principaux. Le premier objectif était de mettre accent, de mettre au centre la fille. Maman Mineta a constaté que nos filles sont négligées
ne poursuivent pas vraiment leurs études jusqu'au bout. C'est pourquoi il a préféré valoriser, mettre la fille au centre de l'éducation. Le deuxième objectif, c'était par rapport à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans les écoles publiques et au niveau secondaire. En somme, le projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles PAF, en abrégé, semble être sur la bonne voie pour réaliser ses objectifs et mérite d'être soutenu et suivi de près pour maximiser son impact sur la communauté éducative. Allez, tout à fait autre chose, les jeunes de la République démocratique du Congo ont été suffisamment outillés ce vendredi 6 décembre sur leur engagement contre les violences domestiques dans les milieux scolaires et académiques organisé par le groupe Genre des Nations Unies. Cette activité entre dans le cadre de la campagne sur les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Suivez. Dans ce monde où ces violences sont... L'engagement des jeunes contre les violences domestiques, celles dans les milieux scolaires et académiques, est la thématique choisie par le groupe Genre des Nations Unies pour ses cafés-débats dans son programme 1A dans le cadre de 16 jours d'activisme. L'objectif poursuivi est celui de contribuer à la prévention et la lutte contre l'impunité pour la réduction des violences basées sur le genre. Une démarche dans laquelle s'engage pleinement le ministère de l'Éducation nationale qui a mis en place quelques dispositions pratiques pour lutter contre ces fléaux. Parmi les normes que nous avons déjà mises en place jusque-là, nous avons renforcé le code de l'agent de l'État, spécialement les enseignants, le code de conduite. Depuis 2 ans, depuis 2022, tous les enseignants des écoles primaires signent un code qu'on appelle le code 22. Et dans ce code, on a mis des dispositions de lutte contre les violences basées sur le genre, ce qu'on appelle l'exploitation, abus sexuels et harcèlement. Tous les enseignants devraient signer l'acte d'engagement qu'ils ne vont pas être les bourreaux des enfants demain. D'autre part, le gouvernement congolais dispose de tout un arsenal de lois pour lutter contre les violences basées sur le genre, avec l'optique d'une révisitation de certaines dispositions. Honnêtement, je pense que oui. La RDC dispose d'un arsenal juridique. Parce que vous savez même, notre loi de 2016 que nous appelons la loi sur les violences sexuelles, lorsque nous effectuons des voyages, des échanges d'expériences, il y a beaucoup de pays, des femmes de plusieurs pays qui envient notre loi. Parce que c'est rare d'avoir une loi aussi détaillée en matière de violences sexuelles. Bien sûr, il faut dire aussi que la loi date de maintenant 18 ans et qu'il faudrait penser à la revisiter. Les quelques jeunes qui ont répondu à cette invitation ont formulé des recommandations afin de peaufiner les stratégies de prévention contre les féminicides et les violences domestiques. Allez, mesdames et messieurs, vous le savez, chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, l'humanité où les Nations Unies organisent la campagne dénommée 16 jours d'activisme. Et pour cette année, le thème est riposter et se relever après les violences. Et ici, en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, la clôture se fera de la plus belle des manières. Ça sera donc le 10 décembre prochain, le mardi prochain. Nous assisterons à une conférence de presse conjointe des associations de lutte pour le droit des femmes à l'occasion bien évidemment de la clôture des 16 jours d'activisme. Et sur ce plateau, nous avons donc le plaisir de recevoir la représentante ou une d'entre ces associations. Il s'agit donc de Madame Caroline Pindinora. Elle est la présidente de 1001 Espoirs, MIES en sigle. Elle est également la responsable pays du volet de lutte contre les violences basées sur le genre au G100. Elle est avec nous. Bonsoir, j'allais dire bonjour, bonsoir et bienvenue Madame Caroline Pindinora. Bonsoir Audin, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors pour cette année, pour ces 16 jours d'activisme, c'est cette campagne que je venais de le dire, le thème c'est riposter et se relever après les violences. Selon vous, ce thème, qu'est-ce que ça représente pour vous personnellement? Ça représente la résilience en fait. C'est vraiment la résilience parce qu'en fait, quand une femme est tombée à terre, parce que moi je dis que quand tu as été victime des violences, en général, tu tombes à terre et il ne faut pas rester à terre.
il ne faut pas que les deux genoux touchent par terre, il faut que tu te relèves vite. Donc, on va parler des stratégies. Comment faire pour justement riposter et comment faire pour se relever, pour se refaire, pour reprendre sa vie en main. Très bien. Donc, c'est un peu ce que signifie le thème de cette année. On va prendre un peu le large. On parle de violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Mais vous, actuellement, quel est le tableau que vous faites des violences faites aux femmes et aux jeunes filles ici en République démocratique du Congo? Il est vrai, on sait qu'au Congo, il y a les violences. Mais actuellement, quel est le tableau? Est-ce que ça a pris encore de l'ampleur ou quand même la courbe, elle est décroissante? Non, la courbe n'est pas décroissante. Donc, c'est vraiment un constat amer parce que les lois sont votées, n'est-ce pas? La RDC a ratifié beaucoup de documents, mais on a un problème par rapport à l'applicabilité de ces lois-là et même comment vulgariser ces lois. Donc, c'est ça qui pose surtout problème. Et puis, il faut que la justice fasse son travail. Parce qu'on a vu des gens être arrêtés pour violence, mais après quelques jours ou quelques mois, être libérés. Et ça, c'est vraiment, ça montre que la justice est malade. Donc, il faut que la justice fasse son travail. Il faut que chaque personne fasse son travail. Parce qu'en fait, il ne faudrait pas seulement laisser ce travail à la justice. Il faut déjà que la victime elle-même dénonce les abus qu'elle subit. Il faut que les personnes qui sont autour d'elle aussi, n'est-ce pas, puissent faire leur travail. Sinon, on tombe dans la non-assistance en personne en danger, tout ça. Voilà. Donc, il faut que la justice fasse son travail. Il faut que nous, les activistes, nous fassions aussi notre travail parce que nous devons continuer à marteler pour que les choses bougent. Il faut que les hommes changent. D'ailleurs, je n'aimerais pas vous faire redire de choses. Il est vrai qu'à travers ce thème, on nous invite. On invite l'humanité à riposter. Tout à fait. Et pour la République démocratique du Congo, comment devrait se faire alors cette riposte-là? Parce que déjà, il faut commencer par dénoncer. On pleure toujours, nos femmes sont violentées dans la partie est de la République, nos mamans et tout ça. Mais comment riposter alors? Comment devrait se faire cette riposte? Il y a déjà un problème de dénonciation. La première chose, pour qu'on puisse agir, il faut que la personne dénonce. Parce que quand tu ne dénonces pas, c'est comme si tu étais malade. Quand tu ne dis pas que tu es malade, quand tu ne vas pas voir le médecin, on ne pourra pas t'aider. Donc, il faut déjà que la personne dénonce et que la personne nous laisse faire notre travail. Riposter, c'est quoi? Riposter, c'est trouver des solutions pour que les violences basées sur le genre, les violences faites à la femme puissent s'arrêter. Et c'est ça, en fait, de ça qu'on est en train de parler. Ce n'est pas seulement à l'échelle nationale ou bien seulement à l'est du pays, parce que les violences, il y en a partout. Je viens de suivre une vidéo ici où une jeune fille qu'on a arrêtée a été violée par 5 policiers. C'est-à-dire qu'elle est en garde à vue, mais ce sont les policiers qui la violent. Vous imaginez un peu? J'aime bien cette interview parce que vous essayez un peu de frôler déjà mes petites questions que j'ai préparées. Parce que je voulais le dire, hormis la guerre, parce que souvent quand on parle des violences faites aux femmes, on pense directement à la partie. On pense directement au viol. Touris, tout ça, alors qu'il n'y a pas que le viol. Quelles sont d'autres formes? Il y en a beaucoup. Il y a déjà les violences domestiques. Les violences domestiques. Il y a les violences conjugales qui sont différentes parce que les violences domestiques, c'est même les yakatofanda, c'est même les violences envers les enfants. Vous voyez. Mais les violences domestiques, c'est vraiment dans le cadre marital. Il y a le mariage précoce, surtout au Kasaï, qui est vraiment la première province dont les statistiques montent en flèche par rapport au mariage précoce. Il y a des petites filles de 12 ans qui sont mariées là-bas, qui font des enfants. Vous imaginez? Ça, c'est une forme de violence aussi. Il y a le harcèlement au travail, le harcèlement à l'école. Le thème englobe toutes ces violences-là. Oui, toutes les violences que subit la femme congolaise ici pour nous et la femme dans le monde entier pour les autres. Quand on va en Afghanistan ou ailleurs, vous voyez comment les femmes sont muselées. Il y a des dispositions vraiment contraignantes pour que les femmes ne puissent pas s'épanouir. Et nous, on est là justement en tant qu'activistes pour pouvoir bouger les lignes. En commençant d'abord par notre pays. Voilà. Magnifique. Alors, le 10 décembre, vous allez j'ai aimé une conférence de presse conjointe. Tout à fait. Donc, ça sera le rassemblement de toutes les associations qui militent, bien évidemment. Alors, quel est le message que vous aurez ce jour-là? Parce que quand même, le 16 jours, c'est du 25 au 10. Au 10, oui. Alors, vous allez quand même nous présenter les bilans Tout à fait, on va faire un état de lieu. Durant... Oui, on va faire un état des lieux. On va parler en fait de toutes les formes de violence. Très bien. On sera à 4 associations. Très bien. Vous pouvez les citer rapidement? Oui, il y a l'association des femmes de presse. Il y a aussi la fondation Lisungi. Et il y a une autre association, j'ai perdu le nom. Mais bon, voilà, elle est dirigée par Madame
Laetitia. Ah oui, j'ai vu coordonnatrice des GEM-A Association. Voilà, c'est ça. Donc c'est déjà pour lancer un signal fort par rapport à la sororité, très bien, à la solidarité entre femmes. C'est très important. Donc les femmes doivent comprendre que pour qu'on ait des actions impactantes, on doit travailler ensemble. Donc on ne doit pas travailler de façon éparse. On doit travailler ensemble pour qu'on ait des résultats palpables sur le terrain. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que les femmes travaillent seules. Super. Elles travaillent seules, elles évoluent seules. Et c'est d'ailleurs dans cette optique-là qu'il y a le G100, très bien, dont je suis responsable du volet des VBG, responsable pays. C'est vraiment pour qu'on puisse fédérer les efforts, pour qu'il y ait une sororité, un très fort réseautage, de manière à ce qu'on puisse avoir l'impact de nos actions sur terrain. Très bien. Alors pour finir, déjà, il est vrai que chaque année, nous célébrons cette campagne, 16 jours d'activisme, on en parle. Maintenant que vous êtes en synergie, vous travaillez ensemble, après le 10, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les perspectives? Chacun va retourner dans ses actions habituelles ou vous allez mener des actions communes pour pérenniser un peu tous ces acquis que vous allez devoir bien évidemment relever? On va faire les deux. On va faire les deux, déjà parce que il faudrait quand même qu'on se dise la vérité. Quand tu as une association, tu as déjà ton deadline ou ton programme d'action. Très bien. Donc, s'il faut qu'on fasse des actions ensemble, on va peut-être choisir 3 actions l'année ou 4 actions l'année. Mais en fait, ce sera vraiment des actions à grand impact sur terrain. Parce que c'est vraiment ça qu'on vise. Il faut que les choses changent. Ça ne sert à rien de faire les choses. Voilà, on parle. En tout cas, le 25 novembre 2025, il faudrait quand même venir. Il faudrait qu'on parle un autre langage. Tout à fait. Et surtout, il faut que les hommes changent. Ça, j'insiste. Parce que les violences que subissent les femmes, ce sont les hommes qui font subir ces violences aux femmes. Très bien. Et moi, j'aimerais vraiment interpeller nos frères sur ça, parce qu'en fait, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent aussi mettre la main à la pâte. La lutte contre les violences faites aux femmes, ce n'est pas que les femmes qui doivent la mener. C'est ensemble qu'on pourra avoir une société équilibrée. Si vous voulez qu'on continue à vivre en antagonie comme ça, alors laissez-nous faire. Mais si vous voulez qu'on travaille de concert, il faudrait que vous mettiez la main à la pâte, qu'on travaille ensemble. Très beau message, en tout cas, je vous félicite pour ça. Alors, un dernier message, un petit rappel, c'est déjà le 10 décembre. Oui, le 10 décembre au Centre Carter. D'accord. Donc, on va commencer à 9h. 9h. De 9h à 12h. Donc, on sera là, on va faire l'état des lieux des violences en RDC et on va parler de tous les types de violences. En même temps, on va aussi essayer d'effleurer un peu le thème de l'année. Très bien. Et à la fin, on va passer aux questions-réponses de la presse. Super. Et c'est ouvert à tout le monde, Bon, c'est pas ouvert, mais vous savez, ils sont très stricts au Centre Carter. Donc, on a déjà la liste des invités. C'est vrai que c'était gratuit, mais on a quand même envoyé une liste au préalable. Merci beaucoup, Madame Caroline Pininora. Merci à vous pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes la présidente des 1001 Espoirs, MIES, et responsable pays du volet des luttes contre les violences basées sur le genre au G100. Tout à fait. Merci beaucoup. Et c'était donc, mesdames et messieurs, à l'occasion, n'est-ce pas, de la célébration de la campagne des 16 jours d'activisme qui a pour thème cette année, riposter et se relever après les violences. Allez, nous allons poursuivre ce journal, mesdames et messieurs. Maintien ou non de l'état de siège en République démocratique du Congo. Bientôt la fin du suspense après d'intenses consultations avec toutes les forces vives des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La première ministre a échangé ce vendredi à la primature avec les membres de la mission locale conjointe gouvernement parlementaire sur l'état des sièges. Cette réunion a servi des cadres d'échange et d'harmonisation des différents points de vue du gouvernement, du Sénat et de l'Assemblée nationale afin de finaliser le rapport à présenter au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Écoutons donc Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement à l'issue de cette séance de travail. La rencontre d'aujourd'hui, c'était justement une harmonisation. Elle est suite parce que nous, au niveau du gouvernement, nous avions déjà, avec la première ministre, fait le tour du sujet. On a retenu le point qui devait absolument faire l'objet du rapport qui sera fait au président de la République en termes de recommandations, mais que par la suite, il fallait qu'on arrive à discuter avec les élus pour avoir le même entendement, vu que à toutes les réunions que nous avions eues à Goma et à Bunia, ils étaient de la partie. Donc c'était important pour nous d'avoir cette opinion, et cela va être cristallisé dans un document et qui permettra au président de la République cette fois-là d'avoir non pas seulement l'avis du gouvernement, mais aussi l'avis de l'Assemblée nationale et du Sénat
Comme ça, avec cette unité de voix, il pourra avoir la latitude et décider en dernier ressort de la suite à réserver à l'État de Thiès spécifiquement pour la mise en œuvre du processus de requalification tel que voulu par lui-même. Allez, d'un chapitre à un autre, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, son Excellence Madame Thérèse Kayi-Kwamba Wayer et les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies en République démocratique du Congo, Monsieur Bruno Le Marquis, ont signé vendredi à Kinshasa le nouveau cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable pour les 5 prochaines années, couvrant la période 2025-2029. Cette signature est intervenue après validation conjointe du contenu de ce document stratégique reprenant les priorités des Nations Unies en appui à celles du gouvernement. Suivez. C'est dans le cadre de la coopération entre le gouvernement de la République et le système des Nations Unies que les deux parties se sont convenues d'un accord de coopération pour le développement durable sur les 5 prochaines années qui va couvrir les périodes 2025-2029. Cette signature intervient après la validation conjointe du contenu de ces documents stratégiques reprenant les priorités des Nations Unies en appui à celles du gouvernement congolais. Ce cadre que nous signons aujourd'hui est cependant bien plus qu'un document. C'est une feuille de route ambitieuse qui a été co-construite avec toutes les parties prenantes pour accompagner la RDC dans la réalisation de son programme national stratégique de développement, le PNSD, et de sa vision pour l'accélération de la mise en œuvre des ODD. Un partenariat qui permettra à la RDC de mettre en place des mécanismes de développement socio-économique harmonieux et inclusifs pour construire une économie diversifiée. Ce partenariat tombe donc à point nommé, puisque le système des Nations Unies va accompagner les efforts de notre pays pour atteindre les ODD qui ont été mis en mal par plusieurs facteurs, tant endogènes qu'exogènes. C'est dans ce contexte que le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers cet accord de partenariat, ambitionne de jeter les bases d'un développement socio-économique harmonieux et inclusif pour construire une économie diversifiée, à croissance inclusive, qui intègre une dimension humaine et ne laisse personne de côté. Ces cadres de coopération constituent également la réponse commune des Nations Unies aux priorités du gouvernement congolais inscrites dans son plan national stratégique de développement. Adoptant une approche inclusive, intégrée et multisectorielle, en phase avec l'action du gouvernement, ce cadre de coopération a donc été agréé pour renforcer les capacités gouvernementales dans la mise en œuvre des réponses à la fois immédiates et structurelles vis-à-vis des défis énumérés. L'équipe pays des Nations Unies est composée de 23 entités résidentes en RDC, au total 29 entités, dont 3 institutions résidentes apparentées et 3 agences non résidentes ont des interventions dans le pays. Et cette information, avant de nous quitter, le ministère provincial de l'Intérieur a évalué les rapports annuels des communes de Kinshasa sur le service de l'état civil et population, ensemble avec les représentants de chaque commune. Cette séance de travail a eu lieu le jeudi dernier dans la salle de la Senco au quartier Bibois, dont la commune de l'Intélé. Détail. Dans le but d'enregistrer toute la population quinoise à l'aide des données récoltées dans chaque commune, le ministère provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières a évalué les différents rapports annuels présentés par le cadre représentant de chaque commune sur la gestion de la population. Au cours de ces assises, le point fort et faible ont été révélés et puis quelques recommandations ont été formulées à l'autorité urbaine. On a eu à donner les nombres exacts de la population qui a été également recensée. Après l'exposé de chaque commune, la plus grande recommandation retenue est de sensibiliser la population à savoir distinguer les différents documents à présenter aux autorités sur les renseignements d'un individu. On a fait une évaluation des activités qui ont été réalisées dans la ville de Kinshasa en rapport avec les services d'état civil et population. La principale recommandation, c'est de faire un grand distinguo entre les permis et l'acte de décès. Vraiment sensibiliser la population pour qu'ils sachent comment enregistrer un enfant à l'état civil
comment enregistrer un décès et comment enregistrer un mariage à l'état civil. À l'heure des avancées technologiques, la fiabilité et la qualité des enregistrements n'est pas que par la digitalisation. La ville-province de Kinshasa a donc initié un projet de digitalisation du fichier de la population et la commune de Kintambo, qui est la première commune de la ville de Kinshasa, a donc été choisie comme étant un site pilote pour pouvoir en fait enregistrer de manière digitale, c'est-à-dire à l'aide des outils, les habitants ou la population locale de la commune de Kintambo. Et suite à la bonne présentation de ce plaidoyer à l'autorité urbaine, toutes les parties prenantes de cet atelier espèrent à un autre progrès lors de l'édition prochaine. Allez, fin de ces journaux. Excellent suivi de programme sur nos antennes. Au revoir.